Une jeune fille pauvre tient une photo délavée et demande au jeune milliardaire, « Le connaissez-vous » ? Ma mère a dit que c'était mon père. En voyant la photo, il est stupéfait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il était 18 h lorsque Miles Turner quitta enfin l'immeuble aux façades de verre du centre-ville. Le ciel s'assombrissait déjà et les lampadaires commençaient à scintiller un par un. Une autre journée qui s'était terminée bien trop tard. Son corps suppliait le repos, mais son esprit était encore agité par les chiffres, les échéances et les problèmes non résolus. Miles desserra sa cravate et prit une profonde inspiration. L'air du soir, même chargé de l'odeur de l'asphalte et de la nourriture des restaurants, semblait plus pur que celui du bureau. Il serra plus fort la poignée de sa mallette en cuir et se dirigea vers le parking. 12 heures passées dans ce bureau, et ce n'est que maintenant qu'il remarquait à quel point ses chaussures étaient serrées. Des gens pressés passaient, visages anonymes reflétant la même fatigue que la sienne. Certains étaient au téléphone, d'autres fixaient le sol, la plupart évitaient le contact visuel, la règle tacite des grandes villes. C'est à ce moment-là, au milieu des pas automatiques de quelqu'un qui emprunte le même chemin chaque jour, que Miles remarqua quelque chose de différent. Une petite silhouette se détachait dans la foule, une enfant de 5 ans seulement, debout seule sur le trottoir, regardant autour d'elle avec une expression mêlant curiosité et détermination. Il n'était pas courant de voir quelqu'un d'aussi jeune seul dans ce quartier commerçant, surtout à cette heure. Miles ralentit instinctivement le pas. La petite fille portait une simple robe bleue et avait les cheveux bruns coiffés en une tresse désordonnée. Elle n'avait pas l'air perdue ou effrayée, juste résolue, comme si elle cherchait quelqu'un de spécifique dans le flot de passants. Il était sur le point de continuer son chemin quand il réalisa que les yeux de la fillette étaient maintenant fixés sur lui. Pendant une seconde, Miles regarda autour de lui, pensant qu'elle regardait peut-être quelqu'un d'autre, mais il n'y avait pas d'erreur, elle le regardait directement, sans hésitation, commença à marcher dans sa direction. « Hé, monsieur » appela-t-elle d'une voix fluette mais ferme. Miles s'arrêta, incertain de la conduite à tenir. Les gens contournaient la petite silhouette sans lui prêter attention, comme l'eau se détourne d'une pierre au milieu d'une rivière. « Moi » demanda-t-il, se sentant un peu idiot pour une question aussi évidente. « Oui, vous » répondit la fille, maintenant à quelques pas. « Puis-je vous demander quelque chose » Miles regarda autour de lui, cherchant un adulte qui pourrait être avec elle. « Êtes-vous seul ? Où sont vos parents ?»« Ma mère travaille là-bas » dit-elle en désignant vaguement un magasin de l'autre côté de la rue. « Elle a dit que je pouvais attendre dehors, mais ensuite je vous ai vu passer. » Miles fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Vous m'avez vu passer ? Mais nous ne nous connaissons pas. » La fille ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle ouvrit le petit sac à dos coloré qu'elle portait et en sortit quelque chose. C'était une photographie, pas une de ces impressions lisses et brillantes d'aujourd'hui, mais une vieille photo usée aux couleurs passées. « Le connaissez-vous » demanda-t-elle en tendant la photo à Miles. « Ma mère a dit que c'était mon père. » Son ton était si direct, si simple, que Miles prit la photo automatiquement. Mais en regardant l'image, il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Le visage qui le fixait sur la photo n'était pas celui d'un inconnu. C'était Jonah. Jonah Turner, son frère. Le bruit de la rue sembla s'évanouir un instant. Miles sentit son pouce accélérer et sa bouche s'assécher. Ses mêmes yeux verts, ce même sourire en coin, ses cheveux sombres et indisciplinés qui ne restaient jamais en place. Un visage qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans, depuis cette dernière dispute, depuis les mots durs qu'ils s'étaient échangés, depuis que Jonah avait claqué la porte et disparu de sa vie. « Monsieur, ça va ?» La voix de l'enfant le ramena à la réalité. Miles la regarda, maintenant avec une perspective différente. Il remarqua des détails qu'il n'avait pas vus auparavant. La forme de son petit menton, petit mais déterminé, la courbe de ses sourcils, la façon dont ses yeux se plissaient légèrement quand elle posait une question. Des traces de Jonah, dans une version miniature et féminine. « Quel est votre nom ?» demanda Miles, sa voix lui faisant presque défaut. « Sophie » répondit-elle simplement. « Sophie Lewis. »« Et vous ?» Miles déglutit difficilement avant de répondre, « Miles. Miles Turner. » Les yeux de la fille s'écarquillèrent un peu en entendant le nom de famille. « Turner ? Comme mon père ?» « Oui » confirma Miles, tenant toujours la photo, incapable de détourner le regard d'elle. « Jonah, et c'est mon frère. » Sophie fit un pas en avant, son visage s'illuminant d'un mélange de surprise et de joie. « Alors vous êtes le frère de mon père » s'exclama-t-elle, comme si elle venait de découvrir un trésor.
Ma mère ne m'a jamais dit que mon père avait un frère. Miles ne put répondre tout de suite. La réalité de ce qui se passait commença à prendre forme dans son esprit, pièce par pièce. Jonah avait une fille. Sa fille. Il n'avait jamais mentionné de fille. Une fille qui ne le connaissait pas. Et maintenant, par un inexplicable coup du sort, elle était là, devant lui, l'appelant oncle. « Sophie, où est exactement votre mère en ce moment ?» demanda Miles, essayant de garder sa voix calme. « Au magasin de vêtements » dit-elle à nouveau en désignant l'autre côté de la rue. « Elle termine son travail. Je l'attends toujours sur le banc, mais aujourd'hui. » Elle regarda la photo que Miles tenait toujours. « J'ai pensé que vous ressembliez à quelqu'un qui pourrait le connaître. » Miles sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une enfant de 5 ans ou plus l'avait abordé seule dans la rue parce qu'elle pensait qu'il ressemblait à quelqu'un qui pourrait connaître son père. C'était fou. Ou le destin. « Je pense que nous devons parler à votre mère, » dit Miles en regardant vers le magasin que Sophie avait indiqué. « Elle pourrait s'inquiéter pour vous. »« Non, elle sait que je suis là, » insista Sophie, puis ajouta, « mais nous pouvons y aller si vous voulez la rencontrer. Et elle voudra vous rencontrer aussi, une fois que je lui aurai dit que vous êtes le frère de mon père. » Il y avait tant d'enthousiasme, tant d'innocence dans sa voix que Miles ne put se résoudre à refuser. De plus, il avait besoin de comprendre ce qui se passait. Jonah avait une fille, une famille dont il n'avait jamais parlé. « D'accord, allons-y » accepta-t-il en rendant la photo à Sophie, qui la rangea soigneusement dans son sac à dos. Pendant qu'il traversait la rue, Miles essaya d'organiser ses pensées, mais elles tournaient comme un manège emballé. La dernière fois qu'il avait vu Jonah, son frère sortait en trompe de la maison de leurs parents après une énième dispute sur ses choix de vie. Jonah avait toujours été le rebelle, le rêveur, celui qui rejetait le chemin sur que leur famille avait tracé. Miles, en revanche, avait suivi chaque plan à la lettre, université, carrière stable, succès financier. Leur dispute s'était envenimée avec le temps, jusqu'à une nuit particulièrement tendue où des mots furent prononcés qui ne pouvaient être repris. Jonah avait dit qu'il préférait disparaître plutôt que de vivre sous les attentes étouffantes de la famille. Miles avait répondu que c'était peut-être pour le mieux. Et Jonah fit exactement ce qu'il avait promis, il disparut. Pendant des années, Miles essaya de le retrouver, d'abord par culpabilité et inquiétude. Puis, lorsque le silence de son frère s'avéra délibéré, l'orgueil prit le dessus et Miles cessa de chercher. Maintenant, marchant à côté de cet enfant qui appelait son frère « Papa », il ressentit une vague de remords si puissante qu'elle faillit l'arrêter au milieu de la rue. Le magasin était petit, spécialisé dans les vêtements pour femmes. Un carillon retentit lorsque Miles et Sophie entrèrent. L'intérieur était exigu, rempli de portants de robes colorées et de quelques mannequins en vitrine. Derrière le comptoir, une jeune femme terminait avec une cliente. Après une brève conversation, Miles accepta l'invitation de Sophie à voir sa maison. Il l'accompagna jusqu'à un vieil immeuble non loin de là. En montant les escaliers jusqu'au 3e étage, Miles sentit son cœur battre plus fort à chaque marche. Qu'allait-il dire à la mère de la fillette? Comment expliquerait-il son apparition soudaine? Sophie ouvrit la porte d'un petit appartement bien rangé et courut à l'intérieur. « Maman, je suis rentrée. Et j'ai amené quelqu'un avec moi. » Une jeune femme apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Son sourire accueillant se figea lorsqu'elle aperçut l'étranger debout à la porte. « Sophie, qu'est-ce que c'est ?» Ses mots hésitants moururent lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Miles. « C'est le frère de papa, maman », expliqua Sophie avec enthousiasme. Il a vu la photo et l'a confirmé. La femme pâlit, regardant de Sophie à Miles avec une expression mêlant choc et méfiance. « Je suis désolé d'arriver comme ça, » dit Miles, se sentant mal à l'aise sous son regard. « Je suis Miles Turner. » Sophie m'a abordé dans la rue et m'a montré une photo de Jonah. Je ne pouvais pas simplement continuer mon chemin après ça. « Vous êtes vraiment son frère ?» demanda la femme, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle s'approchait, étudiant attentivement son visage pour déceler toute ressemblance qui pourrait confirmer l'affirmation de sa fille. « Je m'appelle Grace Lewis », se présenta-t-elle formellement, bien que la raideur de sa posture montrait à quel point elle était tendue. « Et oui, Jonah Turner est le père de ma fille. Mais pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, il n'a jamais mentionné avoir un frère. » Miles sentit le poids de ces mots. Jonah ne l'avait pas seulement laissé derrière lui. « Et nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps, » expliqua-t-il, ne sachant par où commencer. « Il y a eu une dispute, des choses qui n'auraient pas dû être dites. Et il est simplement sorti de ma vie. De la vie de la famille, en fait. »
Grace semblait l'évaluer, mesurant sa sincérité. Sophie, ma chérie, dit-elle en s'agenouillant au niveau de l'enfant. Pourrais-tu aller jouer dans ta chambre pendant que je parle un instant avec Monsieur Mill? Sophie hésita, voulant clairement rester et en savoir plus sur le frère de son père, mais elle finit par hocher la tête et se dirigea vers un petit couloir. Grace attendit d'entendre la porte de la chambre se fermer avant de désigner un vieux canapé dans le minuscule salon. Jonah n'a jamais parlé de sa famille, dit-elle à voix basse pour que Sophie n'entende pas. Je savais qu'il avait des parents vivants, mais il n'a jamais voulu entrer dans les détails. Il disait que c'était compliqué et qu'il préférait laisser le passé là où il était. Miles hocha la tête, ressentant une pointe de tristesse. Cela ressemblait exactement à quelque chose que Jonah dirait. J'ai essayé de le retrouver pendant des années, avoua-t-il. Au début, parce que je me sentais coupable et inquiet. Puis, quand son silence a semblé intentionnel, mon orgueil a pris le dessus et j'ai arrêté de chercher. Je n'aurais jamais imaginé qu'il avait. Il jeta un coup d'œil à Sophie, absorbée par ses dessins. Qu'il avait une famille. Grace suivit son regard et un sourire triste traversa ses lèvres. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans. Sophie a 5 ans. Jonah était... Elle hésita, cherchant les mots justes. Jonah était un homme plein de rêves, mais difficile à déchiffrer parfois. Certains jours, il avait l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. Maintenant, je réalise qu'une partie de ce poids, c'était vous. La famille qu'il avait laissée derrière lui. Miles sentit une boule dans sa gorge. C'était une version de Jonah qu'il connaissait bien, l'éternel agité qui ne trouvait jamais sa place. Pourtant, en regardant Sophie, il réalisa que Jonah avait trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui semblait donner un sens à sa vie. Grace, dit Miles, hésitant. Où est Jonah maintenant? Pourquoi Sophie agit-elle comme si elle ne le connaissait pas? L'expression de Grace se durcit et elle détourna le regard. Jonah est parti il y a 2 ans pour chercher un emploi. Il disait qu'il allait enfin trouver quelque chose de stable, qu'il voulait offrir une vie meilleure à Sophie. Et puis, il n'est jamais revenu. Sa voix vacilla légèrement. Pas d'appel, pas de lettre. Il s'est juste volatilisé. Au début, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de terrible. J'ai cherché dans les hôpitaux, j'ai même vérifié auprès de la police, mais il n'y avait rien. C'était comme s'il avait disparu dans la nature. Miles sentit son sang se glacer. Cela n'avait aucun sens. Jonah avait peut-être eu des problèmes, était impulsif, mais abandonner son enfant, sa famille? Pensez-vous vraiment qu'il vous ait abandonné? Demanda Miles, incapable de cacher son incrédulité. Grace haussa les épaules, un geste qui tentait de paraître indifférent mais échoua. Au début? Non. J'étais sûr qu'il était arrivé quelque chose de grave. Mais ensuite, les mois ont passé, et rien. Pas le moindre indice. Alors on commence à se demander, à douter. Elle prit une profonde inspiration, comme pour essayer de se contrôler. Sophie n'avait que 3 ans quand il a disparu. Elle se souvient à peine de lui maintenant. Tout ce qu'elle a, ce sont des photos et les histoires que je lui raconte. Miles jeta un nouveau coup d'œil à la petite fille. Sophie fredonnait doucement en dessinant, inconsciente de la gravité de la conversation des adultes. Une enfant qui grandissait sans père, pensant qu'il l'avait abandonnée. Quelque chose cloche, dit Miles avec conviction. Le Jonah que je connaissais ne ferait jamais ça. Peu importe la complexité des choses, peu importe ses problèmes, il n'abandonnerait jamais son enfant. Grace eut un rire sans joie. Peut-être que vous ne le connaissiez pas aussi bien que vous le pensez. Les gens changent, Monsieur Turner. Miles, s'il vous plaît. Et oui, les gens changent, mais certaines choses sont fondamentales. Jonah a toujours eu des problèmes avec l'autorité, les attentes, les règles. Mais il n'a jamais tourné le dos à ceux qui comptaient vraiment. Une lueur de doute traversa le visage de Grace. Elle semblait vouloir le croire, mais avait peur d'être à nouveau déçue. Alors, que suggérez-vous? Miles la regarda droit dans les yeux. Que quelque chose est arrivé à mon frère. Quelque chose qui l'a empêché de revenir vers vous. Et je veux aider à découvrir quoi. Grace cligna rapidement des yeux, comme si elle retenait ses larmes. Puis elle regarda Sophie, perdue dans son monde de dessins et de couleurs. Pourquoi? Demanda-t-elle finalement en se tournant vers Miles. Pourquoi vous souciez-vous, après tout ce temps? La question le frappa comme un coup. Parce qu'elle était juste. Pourquoi s'en soucier maintenant? Parce qu'il venait de découvrir qu'il avait une nièce? Parce que la culpabilité d'avoir perdu son frère n'avait jamais complètement disparu? Parce que c'est mon frère, répondit-il simplement. Et parce qu'elle?
Il désigna Sophie. Mérite de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Grace étudia son visage pendant un long moment avant d'acquiescer. La porte de la chambre s'ouvrit et Sophie apparut dans le couloir, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps. « Avez-vous fini de parler ?» demanda-t-elle en s'approchant prudemment. Miles regarda la petite fille aux cheveux bruns et aux yeux curieux, si semblables à ceux de Jonah. À cet instant, il sut qu'il ne pouvait pas reculer. Une promesse tacite était en train d'être faite, et il avait l'intention de la tenir, quel qu'en soit le prix. Sophie s'approcha encore plus de Miles, l'étudiant avec ce regard direct si typique des enfants. « Allez-vous nous aider à retrouver mon papa ?» demanda-t-elle simplement. Grace lança un regard de reproche à sa fille, mais la question était déjà posée. Miles sentit le poids de ces simples mots. « Je ferai de mon mieux », répondit-il sincèrement. Grace hésita, regardant de Sophie à Miles. Miles sentit la gravité de tout cela, le temps qu'il n'avait jamais consacré à son frère, le temps que Jonah avait manqué avec sa fille, le temps qu'il pourrait peut-être encore sauver. « Je veux aider », dit Miles avec plus de certitude qu'il n'en avait ressenti depuis longtemps. « Si vous me le permettez. » Grace marqua une pause, comme si elle pesait chaque possibilité, chaque risque de faire confiance à cet homme qui était soudainement apparu dans leur vie. Finalement, elle hocha la tête. « Merci », dit-elle simplement. Sophie sourit, ne comprenant pas entièrement la gravité de la situation, mais heureuse de ce nouveau lien qui émergeait. Miles ramassa sa mallette en cuir, qu'il avait posée par terre en entrant, et se leva. Il regarda autour de lui le petit appartement, témoin silencieux de la vie que son frère avait construite puis, apparemment, abandonnée. « Je vais laisser ma carte avec mon numéro », dit-il en la sortant de la poche intérieure de son blazer. « S'il vous plaît, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si vous vous souvenez d'un détail qui pourrait aider. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Sophie le regardait tranquillement, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Grace s'approcha et posa ses mains sur les épaules de sa fille, un geste à la fois protecteur et rassurant. Dehors, dans le couloir, Miles s'arrêta, prenant une profonde inspiration. La nuit était complètement tombée. À travers la fenêtre du couloir, les lampadaires se reflétaient sur l'asphalte humide, créant des flaques de lumière dans l'obscurité. Miles regarda le ciel sans étoiles, sentant le poids de la responsabilité qu'il venait d'assumer. Il retrouverait Jonah. Il découvrirait la vérité. C'était une promesse silencieuse faite à Sophie, à Grace, à lui-même, et surtout, au frère qu'il avait perdu il y a si longtemps. L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 3h47 du matin. Miles se retourna dans son lit pour ce qui semblait être la 1000e fois, incapable de dormir. Le plafond blanc de la chambre ressemblait à un écran sur lequel les images de la journée étaient projetées à l'infini. Sophie, une fillette de 5 ans avec les mêmes yeux verts que Jonah, le même menton têtu. Une enfant qui grandissait sans père, une enfant dont il ignorait même l'existence jusqu'à quelques heures auparavant. Miles se leva et alla à la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur, point de luminosité perçant l'obscurité. Combien d'histoires comme la sienne se déroulaient à ce moment précis? Combien de familles séparées, de frères et sœurs brouillés, d'enfants grandissant sans connaître des pans entiers de leur propre histoire? Il alla dans la cuisine et se versa un verre d'eau. Dans le silence de l'appartement, chaque pensée, chaque souvenir était amplifié. Jonah avait une fille. Jonah avait fondé une famille. Puis, soi-disant, il avait tout laissé derrière lui. Cela n'avait aucun sens. Pas pour le Jonah que Miles connaissait. Il s'assit sur le canapé du salon, laissant son esprit vagabonder 7 ans en arrière, jusqu'à la dernière fois qu'il avait vu son frère. C'était l'une de ces réunions de famille où l'air semblait épais d'attente tacite. Leurs parents avaient toujours eu des plans très clairs pour leurs 2 fils, une université prestigieuse, une carrière stable, un mariage approprié, des petits-enfants. Miles avait suivi le scénario à la lettre. Jonah, cependant, était toujours le rebelle, le contestataire, celui qui ne correspondait pas au moule. Cette nuit-là, la dispute avait commencé sur quelque chose de trivial, une question sur l'avenir, un commentaire sur la responsabilité. Mais elle avait rapidement dégénéré, comme si chaque mot était du carburant pour un feu préparé de longue date. « Vas-tu un jour grandir, Jonah ?» La voix de leur père résonnait dans sa mémoire. « Prendras-tu un jour de vraies responsabilités ?»« Quel est ton problème ?» avait crié Jonah en retour, la voix haute. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement accepter que je veuille vivre ma vie à ma façon ?» Miles se souvenait d'avoir pris le parti de leurs parents, comme toujours. Le bon fils, l'enfant modèle, celui qui comprenait les préoccupations de la famille.
Il ne s'agit pas de ta façon, Jonah, était-il intervenu. Il s'agit de maturité, de comprendre qu'il y a des attentes. Le regard que Jonah lui avait lancé alors, un regard de trahison, de profonde déception. Des attentes? Jonah avait ri, un son sans joie. Vous appelez ça des attentes, j'appelle ça une prison. Vous pensez savoir ce qui est le mieux pour moi, mais vous ne vous arrêtez jamais pour demander ce que je veux, ce qui me rend heureux. Et qu'est-ce qui te rend heureux? Vivre sans but, sans projet? Avait rétorqué Miles. Ce qui me rend heureux, c'est de ne pas avoir à répondre de mes choix. Ce qui me rend heureux, c'est de respirer sans avoir l'impression de décevoir tout le monde juste en étant moi-même. Miles n'avait pas compris à l'époque. Il ne pouvait pas saisir le poids que Jonah portait. Peut-être qu'il vaut mieux que tu partes, alors, avait-il dit, des mots qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Si c'est si difficile d'être ici, peut-être que tu devrais juste suivre ta propre voie. Et Jonah fit exactement cela. Il franchit la porte cette nuit-là et ne revint jamais. Pas d'appel, pas de message, pas d'adresse laissée derrière lui. Il disparut comme de la fumée. Miles se frotta le visage avec ses mains, revenant au présent. Maintenant, il comprenait, du moins partiellement. Jonah avait trouvé sa propre voie. Il avait rencontré Grace, eu Sophie. Il avait construit une vie loin des attentes étouffantes de la famille. Mais abandonner cette vie, abandonner son enfant, cela ne correspondait pas au frère qu'il connaissait. Aussi rebelle et impulsif que fut Jonah, il avait des principes. Il avait un cœur. Miles se leva et alla dans son bureau. Il ouvrit un tiroir et sortit un vieil album photo. Sur les premières pages, 2 garçons souriants, un de chaque côté d'un château de sable. Sur la suivante, les mêmes garçons, plus âgés, se faisant un câlin d'adolescents maladroits. Puis de moins en moins de photos d'eux ensemble, à mesure que leur chemin divergeait progressivement. Il passa son doigt sur l'une des dernières photos de Jonah, le sourire en coin, les yeux verts qu'il voyait maintenant se refléter dans ceux de Sophie. Il lui avait manqué. En tant que frère aîné, il avait choisi le jugement au lieu de la compréhension. Maintenant, 7 ans plus tard, la vie lui donnait une seconde chance. Une chance de retrouver Jonah, de comprendre ce qui s'était réellement passé, de réparer les erreurs du passé. Il ferma l'album avec détermination. Ce ne serait pas facile. 2 ans s'étaient écoulés sans piste, sans nouvelles. Mais il avait des ressources, il avait des contacts. Plus important encore, il avait une raison de ne pas abandonner. Pour la première fois depuis des années, Miles ressentit un véritable sens du but. Il retrouverait Jonah. Pas seulement pour Sophie ou Grace, mais pour lui-même. Pour avoir la chance de dire ce qu'il n'avait jamais dit, qu'il était désolé, qu'il n'avait pas su être le frère dont Jonah avait besoin, qu'il l'aimait malgré tout. Quand la lumière du matin commença à remplir l'appartement d'une douce lueur, Miles était déjà au téléphone. Le premier de nombreux appels qu'il passerait. Le premier pas d'un voyage de rédemption. Il découvrirait ce qui était arrivé à Jonah, ce faisant, découvrirait peut-être aussi quelque chose sur lui-même. Dans le bureau de Turner Investment, Miles regardait la ville à travers une fenêtre panoramique tout en parlant au téléphone. Ce serait son 5e appel de la matinée, une autre conversation avec un contact qui pourrait l'aider à retrouver Jonah. Je comprends votre préoccupation concernant la vie privée, Carly, mais nous ne parlons pas d'un étranger. C'est mon frère, expliqua Miles en serrant fermement le téléphone. J'ai juste besoin de confirmer s'il est apparu dans des dossiers d'urgence au cours des 2 dernières années. À l'autre bout du fil, Carl Henderson, directeur de l'un des plus grands hôpitaux de la région, hésita. Carl et Miles se connaissaient depuis des années, depuis que l'entreprise de Miles était devenue un donateur majeur de l'institution. Vous savez que ces informations sont confidentielles, Miles. Même pour des bienfaiteurs comme vous. Je ne demande pas de dossiers médicaux. Je veux juste savoir s'il a été admis à un moment donné. Miles marqua une pause. S'il vous plaît, Carl. Il a une fille. Une fillette de 5 ans qui n'a pas vu son père depuis 2 ans. Le silence dura quelques secondes avant que Carl ne soupire en réponse. Je peux vérifier notre système, mais seulement s'il y a eu un enregistrement de son passage. Rien de plus. Et je le ferai personnellement, sans impliquer le personnel. Merci. Je vous enverrai une photo et tous les détails que j'ai sur lui. Après avoir raccroché, Miles s'adossa à son fauteuil, se frottant les yeux fatigués. Cela faisait une semaine que Sophie l'avait approché dans la rue. Une semaine de nuits blanches et de journées partagées entre le travail et la recherche de son frère. Sur l'écran de son ordinateur, une feuille de calcul méticuleusement organisée répertoriait tout ce que Miles avait fait jusqu'à présent,
Appel aux hôpitaux, visite aux postes de police, contact avec les services sociaux, demande de renseignements dans les refuges pour sans-abri. La liste s'allongeait chaque jour, tout comme la frustration de ne rien trouver de concret. Son assistant, Richard, frappa avant d'entrer. Les rapports de la réunion avec les investisseurs chinois sont prêts à être examinés, annonça-t-il en posant un dossier sur le bureau. Il hésita avant d'ajouter, et le détective Ramirez a appelé. Il a quelques informations préliminaires sur votre frère. Miles jeta un coup d'œil à l'horloge. Il avait une réunion importante dans 20 minutes qu'il ne pouvait pas annuler. Organiser une réunion avec Ramirez pour la fin de la journée. Et Richard? Oui? Merci de gérer ces questions discrètement. Je sais que cela ne fait pas vraiment partie de votre travail. Richard hocha la tête et partit. Miles prit son téléphone et vit 2 messages non lus de Grace. Sophie a demandé si vous aviez trouvé quelque chose. Que dois-je lui dire? Le second, envoyé 1 heure plus tard, désolé d'insister. Elle est anxieuse. Miles sentit une pointe au cœur. Il ne voulait pas créer de faux espoirs, mais il ne voulait pas non plus les laisser sans nouvelles. Il tapa une réponse rapide, rien de concret pour l'instant, mais je suis sur quelques pistes. Puis-je passer ce soir pour parler? Sa réponse arriva presque immédiatement, bien sûr. Sophie sera contente. Merci pour tout ce que vous faites. Miles rangea son téléphone et essaya de se concentrer sur la réunion à venir. Les derniers jours avaient transformé sa routine méthodique et organisée en quelque chose de complètement différent. Maintenant, entre l'analyse des investissements et les réunions avec les clients, il cherchait des réponses sur un frère qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans, un frère qui avait apparemment choisi de disparaître de sa vie, mais dont Miles soupçonnait qu'il n'aurait jamais choisi de disparaître de la vie de sa propre fille. À 18h ce soir-là, Miles rencontra le détective Ramirez dans un café discret à quelques pâtés de maison de son bureau. Ramirez était un homme d'âge moyen aux yeux vigilants qui semblait capter chaque détail autour de lui. Il n'y a pas de casier judiciaire ou d'incident de police impliquant votre frère ces dernières années, dit Ramirez en tendant à Miles un mince dossier. J'ai également vérifié les cas de personnes non identifiées correspondant à sa description. Rien dans les postes principaux. Miles sentit son découragement grandir. Donc, nous sommes de retour à la case départ? Pas exactement, dit Ramirez en prenant une gorgée de son café. Il y a une chose. Il y a 2 ans, il y a eu un accident sur Main Avenue. Un homme a été heurté par un conducteur qui a pris la fuite. La victime n'avait pas de papier d'identité et personne ne s'est manifesté pour l'identifier. Le cœur de Miles battait la chamade. Que lui est-il arrivé? Il a été transporté à l'hôpital Saint-Francis dans un état critique. Je n'ai pas pu obtenir plus d'informations car l'implication de la police s'est arrêtée une fois que nous avons déposé le rapport initial, marqua Ramirez. Mais la description physique correspond à celle de votre frère. Miles ferma le dossier et se leva immédiatement, laissant de l'argent sur la table pour les cafés. Merci, Ramirez. Cela pourrait être important. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, Monsieur Turner, dit le détective. Tenez-moi informé. Les cas de personnes disparues sont toujours les plus difficiles. Miles sortit du café en direction de sa voiture, composant le numéro de Carl Henderson pendant qu'il marchait. Carl, j'ai besoin que vous vérifiiez quelque chose de spécifique. Un homme sans papier d'identité a été admis à l'hôpital Saint-Francis il y a 2 ans après avoir été heurté par une voiture, expliqua-t-il rapidement. J'ai besoin de savoir s'il y a un dossier sur lui et ce qui s'est passé. Saint-Francis ne fait pas partie de notre réseau, répondit Carl. Mais je connais la directrice administrative là-bas. Je peux me renseigner. Avez-vous la date exacte de l'accident? Je vais la trouver et vous l'envoyer. Merci, Carl. Alors qu'il conduisait vers l'appartement de Grace, Miles ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir. Peut-être avait-il enfin trouvé une vraie piste. Grace ouvrit la porte avant même qu'il n'ait frappé. D'après son expression, Miles pouvait dire qu'elle attendait de bonnes nouvelles. « Bonjour », dit-il en entrant dans le petit appartement. « Comment allez-vous toutes les deux ?»« Nous allons bien », répondit Grace en fermant la porte. « Sophie est dans sa chambre en train de dessiner. Elle était excitée quand j'ai dit que vous veniez. » Miles hocha la tête, sentant le poids de ses attentes. « J'ai des nouvelles, mais rien de certain pour l'instant, » dit-il en gardant la voix basse. Il y a un enregistrement d'un homme non identifié admis dans un hôpital il y a 2 ans après avoir été heurté par une voiture. La description physique correspond à celle de Jonah. Grace porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Pensez-vous que... »
Je ne veux pas susciter de faux espoirs, l'interrompit Miles. Je suis toujours en train d'enquêter. J'en saurai plus demain. Miles. La voix de Sophie venait du couloir. Elle courut dans le salon avec un sourire éclatant. Avez-vous apporté des nouvelles de mon papa? Miles et Grace échangèrent un rapide regard avant qu'il ne se penche à son niveau. Je cherche toujours, Sophie. Ces choses prennent du temps. Son sourire s'estompa un peu. Mais vous le trouverez, n'est-ce pas? Je fais tout ce que je peux, répondit Miles, sentant le poids de cette promesse implicite. Sophie hocha la tête, apparemment satisfaite. Pendant le simple dîner préparé par Grace, Miles observa l'interaction entre la mère et la fille. Comment Sophie parlait sans arrêt, racontant des histoires sur sa journée à l'école. Comment Grace souriait malgré ses yeux fatigués, écoutant attentivement chaque mot de sa fille. Elles avaient construit une vie ensemble, s'adaptant à l'absence de Jonah. Et maintenant, il était arrivé, ravivant des blessures qui auraient pu commencer à guérir. « Avez-vous des photos récentes de lui ?» demanda Miles alors qu'il aidait Grace à faire la vaisselle après que Sophie soit allée se préparer pour le lit. Grace s'essuya les mains et alla vers une petite commode dans le salon, sortant une enveloppe. « Ce sont les dernières photos que nous avons prises ensemble, » dit-elle en tendant quelques photos à Miles. Elles ont été prises quelques semaines avant sa disparition. Miles examina les images. Jonah souriait sur toutes, étreignant Grace ou tenant Sophie dans ses bras. Il avait l'air heureux, en paix. Ce n'était pas le visage d'un homme prévoyant d'abandonner sa famille. « Puis-je en garder une ?» demanda-t-il. « Cela pourrait aider à l'identification. » Grace hésita mais hocha la tête. « Prenez celle-ci, » dit-elle en lui tendant une où Jonah était seul, appuyé contre un arbre dans un parc. C'était l'une de ses préférées. Miles plaça soigneusement la photo dans la poche intérieure de sa veste, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. « Merci. Je promets que j'aurai plus d'informations bientôt. » Au moment où il s'apprêtait à partir, Sophie apparut dans le couloir en pyjama, tenant un petit ours en peluche. « Voulez-vous me raconter une histoire ce soir ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. Miles regarda Grace, qui haussa les épaules avec un petit sourire. « Elle demande ça tous les soirs depuis que vous êtes apparu, » expliqua Grace. « Je pense qu'elle veut entendre des histoires sur son père. » Miles sentit une boule dans sa gorge. Comment pouvait-il raconter des histoires sur un frère qu'il connaissait à peine maintenant, sur les 7 dernières années de la vie de Jonah? Mais il ne pouvait pas refuser sa demande. Juste une courte histoire, alors, accepta-t-il en suivant Sophie dans sa chambre. Assis sur le bord du petit lit, Sophie le regardant attentivement, Miles lui raconta comment lui et Jonah avaient construit une cabane dans les arbres quand ils étaient enfants. Comment Jonah, même en étant le frère cadet, avait toujours les idées les plus folles. Comment il passait des heures là-haut, imaginant toutes sortes d'aventures. Sophie écoutait avec des yeux pétillants, absorbant chaque détail sur le père dont elle se souvenait à peine. Au moment où il termina, elle était presque endormie. « Je vais retrouver ton père, Sophie, » murmura Miles, plus pour lui-même que pour elle. « Je le promets. » En quittant l'appartement, Miles ressentit un regain de détermination. Demain, il irait à l'hôpital Saint-Francis, avec ou sans l'aide de Karl. L'hôpital Saint-Francis était situé à la périphérie de la ville, un vieux bâtiment rénové avec une façade plus moderne. Miles arriva à 9 h du matin, portant la photo de Jonah dans sa poche et une histoire répétée sur la recherche d'un membre de la famille disparu. Au bureau d'accueil, une employée le regarda avec une indifférence polie. « Comment puis-je vous aider ? Je cherche des informations sur un patient qui aurait pu être admis ici il y a 2 ans. Un homme sans papier d'identité, victime d'un délit de fuite. » La femme fronça les sourcils. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas fournir ce genre d'informations sans autorisation. » Politique de confidentialité? Miles était sur le point d'insister lorsqu'une voix derrière lui parla. « Monsieur Turner? Miles Turner ?» Il se retourna pour voir une femme d'âge moyen en blouse blanche. Son badge l'identifiait comme le docteur Elena Vargas, directrice administrative. « C'est moi », confirma-t-il en tendant la main. « Nous nous connaissons ?» Karl Henderson a appelé. « Il a dit que vous seriez ici », dit-elle en lui serrant brièvement la main. « Pourrions-nous parler dans mon bureau ?» Miles suivit le médecin à travers les couloirs de l'hôpital, passant devant des services bondés et un personnel affairé. L'odeur d'antiseptique était forte. Dans un petit bureau, le docteur Vargas ferma la porte et lui désigna une chaise. « Karl a expliqué votre situation. Vous cherchez votre frère ? » « Oui.
Et j'ai des raisons de croire qu'il a pu être amené ici il y a 2 ans après un délit de fuite. Le médecin tapa quelque chose sur son ordinateur, les yeux rivés sur l'écran. Nous avons effectivement eu un cas comme ça. Un homme sans papier d'identité, amené par les ambulanciers après avoir été heurté sur Main Avenue. Traumatisme crânien sévère, fractures multiples. Elle regarda Miles. Il a survécu? Oui, mais... Miles sentit son cœur battre la chamade. Mais il n'a jamais complètement repris connaissance. Il est dans un état végétatif persistant depuis 2 ans. Miles eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Où est-il maintenant? Ici, dans notre aile de soins de longue durée, répondit le médecin. Comme personne ne l'a réclamé et qu'il n'avait pas de papier d'identité, l'hôpital a pris en charge les frais. Nous avons un programme pour les patients comme celui-ci. J'ai besoin de le voir, dit Miles en se levant. Tout de suite. Le docteur Vargas hésita mais hocha la tête. Je comprends. Je vais vous y emmener. Mais je dois vous avertir, monsieur Turner. Si cet homme est vraiment votre frère, vous devriez vous préparer. Voir des patients dans un état végétatif persistant n'est pas facile. Miles hocha seulement la tête, incapable de parler. Ils marchèrent en silence jusqu'à l'ascenseur et descendirent au 2e étage. L'aile de soins de longue durée était un couloir avec des chambres individuelles. Les sons étaient étouffés, comme si même l'air y était plus lourd. Le docteur Vargas s'arrêta devant la porte de la chambre 217. « Il est ici, dit-elle doucement. Je vais vous laisser seul. Je serai au bout du couloir si vous avez besoin de quelque chose. » Miles la remercia d'un geste, rassemblant son courage, ouvrit la porte. La chambre était petite mais propre et lumineuse. Une fenêtre laissait entrer la lumière naturelle. Il y avait une télévision fixée au mur, éteinte, et une seule chaise près du lit. Et sur le lit, Miles sentit ses jambes lui faire presque défaut. Malgré la barbe d'adulte et le visage aminci, il n'y avait aucun doute. C'était Jonah. Son jeune frère, allongé là, immobile, relié à des moniteurs et à des perfusions qui émettaient des bips réguliers. Ses yeux verts, si semblables à ceux de Sophie, étaient fermés. « Jonah » murmura Miles en s'approchant lentement. Il s'assit sur la chaise à côté du lit, contemplant le visage familier et pourtant inconnu de son frère. La peau était pâle, les traits relâchés. Les cheveux sombres étaient plus longs que Jonah ne les portait jamais, étalés sur l'oreiller. D'une main tremblante, Miles sortit la photo de sa poche et la compara à l'homme dans le lit. C'était indéniablement lui. Le frère qui avait passé les 2 dernières années ici, seul, pendant que sa famille attendait en vain. « Je t'ai trouvé, » dit Miles, la voix brisée. « Ça m'a pris du temps, mais je t'ai trouvé. » Il prit la main inerte de Jonah, sentant la chaleur de sa peau, le faible pouls. Son frère était vivant, mais absent, piégé quelque part entre la vie et la mort. Les larmes vinrent sans avertissement. Silencieuses au début, puis en sanglots que Miles ne pouvait contrôler. Des années de culpabilité, des semaines de recherche, et maintenant, ça. Jonah n'avait pas abandonné sa famille. Il avait été ici tout ce temps, incapable de revenir, incapable d'expliquer. Lorsque le docteur Vargas revint, elle trouva Miles tenant toujours la main de son frère, les yeux rouges mais avec une expression déterminée. « C'est lui », confirma Miles. « C'est mon frère, Jonah Turner. » Le médecin hocha la tête, sans surprise. « Je suis désolé. J'aimerais discuter de son état et des options de traitement. Et nous aurons besoin de documents pour prouver la parenté et transférer la responsabilité légale. »« Je ferai tout ce qui est nécessaire, » répondit Miles. « Il va recevoir les meilleurs soins possibles. Et je dois appeler sa famille. Ils doivent savoir. » Pendant que le docteur Vargas expliquait les procédures, Miles regardait Jonah, pensant à Grace et Sophie. Comment allait-il leur dire? Comment pouvait-il expliquer que Jonah était vivant, mais qu'il ne serait peut-être plus jamais la personne qu'il était? Dans cette chambre silencieuse où le temps semblait figé, Miles fit une autre promesse silencieuse à son frère. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe le coût, il réunirait cette famille. Si ce n'était pas dans cette vie, au moins dans la mémoire. Jonah n'était plus perdu. Il était retrouvé. Et pour l'instant, cela devrait suffire. La routine de Miles changea complètement dans les semaines qui suivirent. Il se réveillait plus tôt, ne passait à son bureau que pour régler les tâches essentielles, puis se dirigeait vers l'hôpital. Les après-midi étaient consacrés à Jonah. Ce qui avait commencé comme une obligation s'était transformé en besoin. La chambre 217 avait maintenant des touches personnelles. Une petite radio jouait de la musique que Jonah avait aimée dans leur jeunesse.
Au mur étaient accrochées des photos de famille que Miles avait récupérées dans de vieux albums, ainsi que des photos plus récentes de Sophie et Grace. Les infirmières commentaient à quel point la chambre semblait plus vivante, même si son occupant restait immobile. « J'ai apporté quelque chose de différent aujourd'hui », dit Miles un après-midi pluvieux, sortant un livre de sa mallette. « Tu te souviens de ça? C'était ton préféré quand on avait environ 12 ans. C'était un exemplaire usé de l'île au trésor, ses pages jaunies par le temps. » Miles l'avait trouvé dans une boîte au grenier de ses parents, parmi d'autres reliques d'enfance. « Je vais t'en lire un peu. Qui sait, peut-être que ça ravivera un souvenir, non? » Miles s'installa dans le fauteuil et commença à lire à voix haute. Les mots coulaient, le transportant vers les après-midi d'été où les deux frères lisaient à tour de rôle, chacun interprétant différents personnages. C'était leur routine quotidienne. Miles lisait, parlait, racontait des histoires, le travail, le temps qu'il faisait, les nouvelles. Plus important encore, il parlait de Sophie et Grace. « Sophie est incroyable, tu sais, remarqua-t-il en fermant le livre après quelques chapitres. Elle a ton entêtement, ce petit froncement de sourcils quand elle est concentrée. Et tes yeux, Jonah. Exactement comme les tiens. » L'un des moniteurs émit un bip différent pendant un moment, et Miles imagina brièvement que c'était une réponse, mais ce n'était qu'une variation normale des lectures. « Grace gère bien ça, compte tenu des circonstances, continua-t-il. Elle est forte. Plus forte que je ne l'imaginais. Elle a passé 2 ans à élever Sophie seule, à travailler, à faire tourner les choses. » Miles ajusta l'oreiller de Jonah, un geste qu'il avait appris des infirmières. « Elle n'a jamais perdu espoir que tu reviennes. Elle a gardé tes affaires, tes photos, a parlé de toi à Sophie tous les jours. Tu as bien choisi, frère. Elle t'aime vraiment. » Les visites devinrent un endroit où Miles pouvait décharger tout ce qu'il n'avait jamais dit, des excuses, des souvenirs partagés, des confessions. « J'aurais dû venir te chercher plus tôt, » admit-il un après-midi particulièrement difficile. « J'aurais dû insister. Peut-être que si nous étions restés en contact, tu m'aurais appelé ce jour-là, au lieu d'affronter la pluie seule. Peut-être que j'aurais pu venir te chercher et que rien de tout cela ne serait arrivé. » Il n'y avait pas de réponse, juste le son régulier des machines et les pas occasionnels dans le couloir. Mais Miles continuait, jour après jour, tissant un fil invisible entre eux. Un mercredi, Miles arriva avec quelque chose de spécial, un dessin coloré que Sophie avait fait, représentant 3 bonshommes allumettes, un grand avec une cravate, évidemment Miles, un moyen avec de longs cheveux, Grace, et un petit en robe, Sophie. Dans le coin, une 4e silhouette était allongée dans un lit. « Sophie a fait ça hier », dit Miles en scotchant le dessin au mur à côté du lit. « Elle demande de tes nouvelles tous les jours. Elle veut savoir quand elle pourra te voir. » Miles étudia le visage immobile de Jonah, cherchant le moindre indice de réaction. « Je pense l'amener ici. Qu'en penses-tu » Il marqua une pause, comme s'il attendait vraiment une réponse. Grace s'inquiète que ce soit trop pour une enfant de 5 ans. Mais je pense que Sophie est plus forte que nous ne le réalisons. En quittant l'hôpital cet après-midi-là, Miles appela Grace. Elle n'arrête pas de demander, dit Grace après avoir entendu sa suggestion. Tous les soirs avant de se coucher, elle veut savoir quand elle pourra voir son père. Mais j'ai peur, Miles. Et si c'était trop traumatisant pour elle ? Je comprends votre inquiétude, mais je pense qu'elle en a besoin. Elle a besoin de voir qu'il est là, qu'il n'a pas choisi de la quitter. Après une longue conversation, Grace accepta. Le lendemain, Miles passerait les prendre après l'école de Sophie. Cette nuit-là fut agitée pour Miles. Il se demandait s'il faisait ce qu'il fallait, s'il n'exposait pas Sophie à quelque chose de trop lourd pour son âge. Mais il se souvenait de ses questions, de la façon dont elle dessinait toujours sa famille, y compris cette figure absente. Peut-être avait-elle besoin de ce moment pour comprendre, tout comme lui. À 15 heures précises, Miles s'arrêta devant l'école de Sophie. Grace était déjà là, tenant la main de sa fille pendant que Sophie balançait sa boîte à lunch colorée, parlant avec animation. « Êtes-vous sûr de ça ?» demanda Grace à voix basse lorsqu'elles s'approchèrent de la voiture. « Nous devons lui faire confiance », répondit Miles en ouvrant la portière arrière pour Sophie. Pendant le trajet vers l'hôpital, Sophie posa une rafale de questions. Elle voulait savoir si son père la reconnaîtrait, si elle pourrait le serrer dans ses bras, s'il lui parlerait. Miles et Grace échangèrent des regards dans le rétroviseur, essayant d'expliquer aussi simplement que possible que Jonah était dans un sommeil spécial, qu'il ne pourrait peut-être pas répondre tout de suite, mais qu'il pourrait certainement l'entendre. Dans le parking de l'hôpital, Sophie se tut soudainement.
Son excitation fit place à une nervosité visible, reflétée par la façon dont elle s'accrochait fermement à la main de Grace. « Tout va bien, ma chérie », la rassura Grace en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « On peut juste dire bonjour et partir si tu veux. Tu n'es pas obligé de rester si tu te sens mal à l'aise. » Sophie hocha la tête sérieusement, et elles entrèrent. La marche jusqu'à la chambre 217 n'avait jamais semblé aussi longue à Miles. Chaque pas résonnait dans le couloir silencieux. Lorsqu'ils atteignirent la porte, il se tourna vers Sophie. « Tu te souviens de ce dont on a parlé? Ton papa dort, et il y a des machines qui l'aident à rester en bonne santé. Ça peut avoir l'air effrayant, mais il se repose juste. » Sophie hocha la tête, tenant la main de Grace encore plus fort. Miles ouvrit lentement la porte. La chambre avait l'air comme d'habitude, doucement éclairée par la lumière du soleil à travers la fenêtre, le bip rythmique des moniteurs. Jonah gisait là, immobile contre les oreillers blancs. Sophie hésita sur le seuil, ses grands yeux absorbant la scène. « Veux-tu entrer ?» demanda gentiment Grace. La fillette hocha la tête et fit un pas à l'intérieur, son regard ne quittant jamais le visage de son père. Elle marcha lentement vers le lit, tenant toujours la main de Grace. « Salut papa », dit-elle si doucement que c'était presque un murmure. Personne d'autre ne parla. Les seuls sons étaient les bips réguliers de l'équipement. Sophie lâcha la main de sa mère et s'approcha jusqu'à être juste à côté du lit. Prudemment, comme si elle avait peur de le blesser, elle tendit sa petite main et toucha celle de Jonah. La vue de ses deux mains haut la sienne, minuscule et délicate, sur celle de Jonah, plus grande et immobile, força Miles à détourner le regard un instant, la gorge serrée par l'émotion. Sophie resta ainsi un moment, lui tenant simplement la main, étudiant son visage avec une intensité surprenante pour une si jeune enfant. Ses yeux passèrent sur les tubes, les fils, les moniteurs. Elle semblait tout enregistrer, le traiter à sa manière. Après quelques minutes, Sophie regarda Miles. « Va-t-il se réveiller ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais résolue. Miles déglutit difficilement. Il s'accroupit à son niveau, la regardant directement dans les yeux, si semblables à ceux de Jonah. « Je l'espère, Sophie. Et je fais tout ce que je peux pour l'aider à revenir. » Elle hocha la tête, réfléchissant à sa réponse. Ses yeux étaient secs, mais il y avait là une gravité plus appropriée à un adulte qu'à un enfant. « Puis-je m'asseoir avec lui ?» « Bien sûr, » répondit Grace en rapprochant une chaise du lit. Sophie s'assit et ouvrit son sac à dos, sortant un bloc à dessin et des crayons de couleur. Nonchalamment, comme si c'était quelque chose qu'elle faisait tous les jours, elle commença à dessiner. « Je fais un nouveau dessin », expliqua-t-elle, concentrée sur la page. « Celui-ci nous montrera tous les trois ensemble. » Miles et Grace regardaient en silence. L'enfant travaillait avec une concentration totale, la langue sortant légèrement au coin de sa bouche alors qu'elle dessinait des formes colorées. C'est alors, en regardant cette scène inattendue, que Miles sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était plus seulement la culpabilité ou la responsabilité qui le motivait maintenant. C'était plus profond, plus complexe. Sophie et Grace n'étaient plus simplement la famille de Jonah, des personnes qu'il devait aider par obligation morale. D'une manière ou d'une autre, dans cette chambre d'hôpital silencieuse, elles étaient devenues sa famille aussi. Miles regarda la main de Jonah, toujours sous celle de Sophie. Malgré tous les doutes, tous les défis auxquels ils étaient encore confrontés, une certitude grandissait en lui, ils traverseraient cela ensemble. Lui, Grace, Sophie, d'une certaine manière, Jonah aussi. Là, dans le silence rompu seulement par le doux bip des machines et le léger grattement des crayons sur le papier, Miles réalisa qu'il faisait déjà partie de cette famille, même sans savoir comment tout avait commencé. Et au lieu de l'effrayer, cette prise de conscience lui apporta une paix inattendue. Le soleil du dimanche illuminait le petit jardin de l'appartement du rez-de-chaussée que Miles avait loué pour Grace et Sophie. C'était un endroit simple, mais aéré, avec suffisamment d'espace extérieur pour que Sophie puisse courir. Le déménagement avait eu lieu seulement 2 semaines auparavant, motivé par la commodité où la nouvelle adresse était plus proche de l'hôpital, et par le besoin d'un nouveau départ. Sophie courait sur l'herbe, poursuivant un papillon jaune, ses cheveux bruns flottant derrière elle, et ses rires occasionnels parvenaient jusqu'à la cuisine où Miles et Grace étaient assis à table. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air. Miles regardait par la fenêtre, tasse de café à la main, perdu dans ses pensées. Grace remuait distraitement du sucre dans sa tasse, sans vraiment boire. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Au cours des dernières semaines, ils s'étaient installés dans un rythme, une routine partagée centrée sur Sophie et les visites à l'hôpital pour Jonah. « Elle semble plus heureuse ici »,
observa Grace, suivant le regard de Miles vers la cour. Je ne sais pas si c'est d'avoir de l'espace pour courir, ou si c'est parce que maintenant elle sait où est son père. Miles hocha la tête. Les enfants sont étonnamment résilients, répondit-il en posant sa tasse. Plus que nous, les adultes. Grace eut un petit sourire, acquiesçant. Un autre moment de silence suivit, mais cette fois avec une question en suspens, une que Miles avait repoussée. Grace, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Si cela ne vous dérange pas d'en parler. Elle leva les yeux de sa tasse, expectative. Comment vous et Jonah vous êtes-vous rencontrés? La question resta en suspens un moment. Grace n'eut pas l'air surprise, comme si elle s'y attendait. C'était il y a 6 ans, dit-elle en se penchant en arrière dans sa chaise. Un petit sourire teinté de tristesse se forma sur ses lèvres. Je travaillais dans une boutique d'artisanat à la foire du vieux quartier le week-end. Vous savez, cette foire de rue avec des stands de nourriture et des artistes de rue? Miles hocha la tête, bien qu'il n'y soit jamais allé. Jonah jouait de la guitare près de mon stand. Il n'était pas comme les autres musiciens qui passaient rapidement, récoltaient quelques pièces et partaient. Il restait au même endroit pendant des heures, jouant des chansons que presque personne ne connaissait. Elle sourit au souvenir. Il ne semblait pas se soucier de gagner de l'argent ou non. Il jouait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, sans se presser. Miles pouvait clairement se l'imaginer. Jonah avait toujours eu cette qualité, cette capacité à être pleinement présent dans l'instant, sans se soucier de l'avant ou de l'après. Nous avons parlé pour la première fois quand je lui ai offert un verre d'eau par une journée particulièrement chaude, continua Grace. Il m'a remercié comme si je lui avais donné quelque chose de précieux. Il avait cette façon, vous savez, de vous faire sentir spécial pour de petits gestes. Elle marqua une pause pour siroter son café maintenant froid. Nous avons commencé à parler tous les week-ends. Il m'aidait à monter et démonter le stand. Parfois, il m'apportait un sandwich ou un café. Il était gentil, drôle, semblait décalé par rapport au monde pressé, comme s'il appartenait à une autre époque. Miles écoutait attentivement, découvrant une version de Jonah qu'il n'avait jamais connue, ou peut-être une qui avait toujours été là mais qu'il n'avait jamais vraiment vue. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il a emménagé dans mon minuscule appartement. Il n'avait pas beaucoup de biens, juste sa guitare, quelques vêtements et des livres. Il vivotait de petits boulots et des pourboires en jouant à la foire. Grace regarda directement Miles. Il ne m'a jamais dit qu'il venait d'une famille riche, Miles. Jamais dit qu'il avait un frère. Il semblait toujours fuir un passé dont il ne voulait pas se souvenir. Miles sentit le poids de ces mots. Il imagina Jonah reconstruisant sa vie, se créant une nouvelle identité sans mentionner l'ancienne. Parlait-il de sa famille? Demanda Miles, essayant de ne pas paraître trop anxieux. Grace secoua la tête. Il a seulement dit que ses parents étaient stricts et n'approuvaient pas son style de vie. Qu'il avait quitté la maison très jeune et préférait ne pas en parler. Elle réfléchit. Certains jours, il semblait triste, distant. Si je demandais ce qui n'allait pas, il disait qu'il pensait juste à de vieilles choses qui n'avaient plus d'importance. Miles baissa les yeux sur sa tasse. C'était dur d'entendre ça. Pour Jonah, la famille, et lui y compris, faisaient partie de vieilles choses qui n'avaient plus d'importance. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu peur de sa réaction, poursuivit Grace, jetant à nouveau un coup d'œil à Sophie, maintenant accroupie dans l'herbe pour observer quelque chose. Je pensais qu'il ne voudrait peut-être pas de la responsabilité, que ce serait peut-être trop. Mais je me trompais. Son visage s'éclaira légèrement au souvenir. Jonah était ravi. Il s'est illuminé comme s'il avait enfin trouvé quelque chose qui avait un sens complet pour lui. Il a peint la chambre du bébé, installé le berceau, fait des plans. Il jouait des berceuses à la guitare tous les soirs pour que le bébé connaisse sa voix. Grace déglutit difficilement avant de continuer. Quand Sophie est née, il était là, me tenant la main tout le temps. Et quand ils l'ont placé dans ses bras, sa voix se brisa. Je n'ai jamais vu quelqu'un regarder une autre personne avec autant d'amour. Miles sentit un nœud se serrer dans sa gorge. C'était la partie de la vie de Jonah qu'il avait complètement manqué, son frère devenant père, trouvant son but, sa place dans le monde. Ses premières années ont été difficiles financièrement, mais heureuses, dit Grace fermement. Jonah faisait tout ce qu'il pouvait pour subvenir à nos besoins. Parfois, il cumulait 2 ou 3 emplois. Mais il avait toujours du temps pour Sophie. Il lisait des histoires, jouait avec elle, chantait. Il était le genre de père que chaque enfant mérite. Un son clair et cristallin flotta depuis la cour, où Sophie poursuivait maintenant une feuille dérivante.
Miles et Grace jetèrent simultanément un coup d'œil à la fenêtre, souriant à la joie de l'enfant. Il a commencé à s'agiter quand Sophie a eu 3 ans, continua Grace, revenant à l'histoire. Il n'arrêtait pas de dire qu'elle méritait plus que ce que nous pouvions offrir avec des emplois instables, que nous avions besoin d'un plan plus sûr. Son visage redevint sérieux. Un jour, il est parti en disant qu'il allait trouver un emploi stable. Il a dit que ce serait différent, qu'il en avait marre de joindre les deux bouts. Et il n'est pas revenu. Les mots restèrent en suspens dans l'air de la petite cuisine comme un nuage. Miles essaya d'imaginer ce que Jonah avait pensé ce jour-là. Avait-il décidé de contacter la famille pour obtenir de l'aide, de chercher la réconciliation, ou simplement d'essayer de s'en sortir seul? Qu'avez-vous pensé quand il n'est pas revenu? Demanda doucement Miles. Grace soupira, passant une main dans ses cheveux. Au début, j'étais inquiète. J'ai appelé les hôpitaux, ses amis, même la police. Puis, alors que les jours se transformaient en semaines, j'ai commencé à penser qu'il avait peut-être décidé qu'il ne voulait plus de cette vie, que c'était trop pour lui. Elle déglutit, luttant clairement contre l'émotion. Le plus dur a été de l'expliquer à Sophie. Comment dites-vous à une enfant de 3 ans que son père est parti et n'est jamais revenu? J'ai fini par dire qu'il travaillait loin, qu'il reviendrait dès qu'il le pourrait. Avec le temps, j'ai réalisé que je ne faisais que repousser la conversation inévitable. Mais je ne pouvais pas prononcer les mots, lui enlever son espoir, ou le mien. Miles tendit la main sur la table, touchant doucement celle de Grace dans un geste réconfortant. Elle ne se retira pas. Vous avez été incroyable, Grace. Gardant tout en marche seule, protégeant Sophie, ne perdant jamais espoir. Je ne sais pas si j'aurai cette force. Elle lui adressa un faible sourire. Je n'avais pas le choix. Sophie avait besoin de moi, pleinement présente. Les mauvais jours, je la regardais et je voyais Jonah, ses yeux, son sourire, et cela me donnait la force de continuer. Miles hocha la tête en signe de compréhension. Il regarda Grace un moment, la voyant vraiment pas seulement comme la femme que son frère aimait, mais comme quelqu'un d'extraordinaire en résilience et en dignité. Quelqu'un qui, malgré tout, ne nourrissait pas d'amertume, seulement une tristesse résignée et une détermination inébranlable. Merci de m'avoir raconté ça, dit-il finalement. De m'avoir montré qui était vraiment Jonah pour vous deux. Grace hocha la tête, une compréhension silencieuse passant entre eux. Maintenant, ils partageaient non seulement l'inquiétude pour Jonah et l'attention pour Sophie, mais aussi une compréhension plus complète de l'homme qui reliait leur vie. Un homme qui, pour chacun d'eux, existait différemment, mais tout aussi réellement. Dans la cour, Sophie attrapa enfin la feuille dérivante. Elle rayonna triomphalement, levant son prix et cherchant les adultes du regard pour partager sa victoire. Miles réalisa ce que Jonah avait laissé derrière lui, pas seulement un frère avec qui il avait perdu contact, mais toute une vie construite avec effort et amour. Une petite maison simple, mais pleine de sens. Une fille dont il avait été témoin avec dévotion des premiers pas et des premiers mots. Et une femme qui était restée forte, tenant tout ensemble quand tout le reste s'effondrait. À ce moment de réalisation, Miles se jura silencieusement que, quoi qu'il arrive à Jonah, il n'abandonnerait plus jamais cette famille. Pour la première fois, il comprit pleinement le poids du nom qu'il partageait avec son frère et la responsabilité qui l'accompagnait. La chambre 217 était devenue un second bureau pour Miles. Les infirmières le connaissaient déjà par son nom, le saluant avec de gentils sourires lorsqu'il arrivait à la même heure chaque jour, portant toujours quelque chose, un livre, des fleurs fraîches ou une autre photographie pour la collection grandissante sur le mur. C'était un mercredi après-midi lorsque Miles entra dans la chambre et trouva une infirmière ajustant l'oreiller de Jonah. « Comment va-t-il aujourd'hui » demanda Miles en posant sa mallette dans le coin habituel. L'infirmière, une femme d'âge moyen nommée Rita, haussa les épaules avec un sourire compatissant. Tout est stable, comme d'habitude. Les signes vitaux sont bons. Sa tension artérielle est un peu basse, mais rien d'inquiétant. Miles hocha la tête, reconnaissant pour ses soins. Rita était l'une des infirmières les plus dévouées à Jonah, lui parlant toujours comme s'il pouvait répondre, toujours douce dans ses tâches quotidiennes. « Merci pour tout, Rita. » Elle sourit. « Je serai au poste si vous avez besoin de quelque chose, » dit-elle avant de partir tranquillement. Miles prit place à côté du lit. Il sortit le journal du jour et commença à lire les titres à voix haute, comme il le faisait chaque jour. Nouvelles de la ville, nouvelles nationales, même les prévisions météorologiques. Jonah avait toujours aimé rester informé. Ce petit café sur Lincoln Street ferme, commenta Miles en tournant la page. Tu te souviens? On y allait après l'école quand on était adolescent. Tu commandais toujours ce chocolat chaud à la cannelle.
Le silence n'offrit aucune réponse. Miles continua à lire, s'arrêtant occasionnellement pour relier les articles à des souvenirs partagés. C'était sa façon de maintenir l'identité de Jonah en vie, de lui rappeler qui il était, d'où il venait. Quand il eut fini le journal, Miles resta assis tranquillement un moment, observant simplement son frère. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait trouvé Jonah dans cet hôpital, et rien n'avait changé. Les médecins évitaient les prédictions. Chaque cas est unique, disait-il. Nous devons rester optimistes, mais réalistes. Miles se pencha en avant, effectuant le geste qui était devenu partie intégrante de sa routine. Il prit la main de Jonah. La peau était chaude, vivante, mais ne donnait aucun signe de retour de sa prise. « Tu as toujours été le têtu de la famille », commenta Miles en essayant de sourire. « Depuis qu'on est gamin. Une fois que tu avais une idée en tête, personne ne pouvait t'en dissuader. Tu te souviens quand tu t'es cassé le bras à 9 ans ? Tu as grimpé à cet immense arbre dans le jardin, même si papa t'avait dit de ne pas le faire. » Les souvenirs coulaient plus facilement maintenant, comme une rivière qui avait enfin trouvé son cours après avoir été endiguée pendant des années. « J'ai dit que j'allais le dire à papa, et tu m'as mis au défi de le faire. Quand tu es tombé et que tu t'es cassé le bras, j'ai cru que tu allais pleurer. Mais non. » Miles secoua la tête, se rappelant la scène. « Tu m'as juste regardé avec ses yeux verts défiants et tu as dit, « Maman, tu peux le dire. » Et je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Alors qu'il parlait, la voix de Miles s'étrangla. Chaque jour, il se contenait, parlant à Jonah comme s'il dormait simplement, prêt à se réveiller à tout moment. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être le poids des semaines d'espoir non réalisées. « J'aimerais que tu puisses m'entendre, » dit Miles en serrant la main immobile de Jonah. « J'aimerais qu'on puisse arranger les choses, Jonah. Tu n'as aucune idée à quel point j'en avais besoin. À quel point j'avais besoin de toi. Et maintenant ?» Sa voix se brisa. « Tout ce que je veux, c'est te voir te réveiller. » Les larmes qu'il avait retenues si longtemps commencèrent à couler librement. Il ne tenta pas de les arrêter. Il les laissa couler sur son visage alors qu'il tenait la main de son frère, comme s'il espérait transmettre tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. « J'aurais dû me battre plus fort pour toi, Jonah. J'aurais dû te chercher plus tôt. » Sophie a passé 3 ans sans connaître son oncle. Grace a tout traversé seule. Je t'ai perdu à cause de mon orgueil, de mon entêtement. Et maintenant ? Miles ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Dans le silence de cette chambre, avec seulement le doux bourdonnement des moniteurs pour compagnie, il laissa enfin la douleur, le regret et la peur remonter à la surface. Il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant, sans honte, sans retenue. Quand ses larmes se calmèrent, Miles se sentit étrangement plus léger. Il s'essuya le visage avec la manche de sa chemise et prit une profonde inspiration, se ressaisissant. Il regarda Jonah une fois de plus, remarquant à quel point le visage de son frère paraissait calme, presque comme dans un sommeil profond et réparateur. « Je reviendrai demain, » dit-il en se levant. Comme toujours. Avant de partir, il s'accorda un dernier long regard, rempli d'un mélange de désir et d'espoir. En se dirigeant vers le parking, Miles appela Grace. « Salut Grace. Je me demandais, puis-je passer voir Sophie ce soir ?» À l'autre bout du fil, Grace hésita un moment. « Bien sûr. Elle va adorer ça. Nous serons à la maison. » Miles commença à rendre visite à Grace et Sophie presque quotidiennement, généralement après ses visites à l'hôpital. Au début, Sophie le regardait avec une certaine méfiance, l'étudiant à distance. L'homme en costume cravate qui parlait doucement avec sa mère était encore un mystère pour elle. Grace n'interféra jamais dans la façon dont leur relation se forma progressivement. Elle observa comment Miles essayait de se rapprocher sans forcer, donnant à Sophie du temps et de l'espace. Elle vit comment Sophie, toujours observatrice, surveillait chacun de ses mouvements, comme si elle décidait si elle pouvait lui faire confiance. Un mercredi après-midi, Miles arriva avec un petit cadeau emballé dans du papier coloré. « J'ai apporté quelque chose pour Sophie, » dit-il à Grace, qui ouvrit la porte, l'air surprise. « Ce n'est rien de grand, juste un livre pour enfants que j'ai vu à la librairie. C'est sur les dinosaures. Je ne suis pas sûr qu'elle aime ça. » Grace sourit. « Pourquoi ne le lui donnes-tu pas toi-même ? Elle est dans le salon. » Miles trouva Sophie assise par terre, concentrée sur un dessin. Il s'approcha prudemment et s'assit sur le canapé, assez près pour voir mais pas trop près pour s'immiscer. « Salut Sophie », la salua-t-il. « Puis-je voir ce que tu dessines ?» Elle leva les yeux, hésitante, mais finit par faire glisser légèrement le papier vers lui. Il montrait un grand dinosaure vert.
Tu aimes les dinosaures? Demanda Miles en désignant la figure sur la page. Sophie hocha la tête avec un petit sourire. C'est un Tyrannosaurus Rex, dit-elle. Ils étaient les plus forts. Mais ils avaient de tout petits bras. Ma maîtresse a dit qu'ils vivaient il y a très longtemps et que maintenant il n'y a que leurs os dans les musées. C'était la plus longue phrase que Miles lui avait entendu prononcer. Il écouta chaque mot comme une musique précieuse. J'adorais aussi les dinosaures quand j'avais ton âge, lui dit-il. En fait, je t'ai apporté un cadeau. Il tendit le cadeau emballé, que Sophie prit prudemment. Elle l'ouvrit lentement, révélant un livre de dinosaures aux illustrations vives et aux pages épaisses. Il y en a de toutes sortes dedans, expliqua Miles. Avec des images et des faits sur chacun. Les yeux de Sophie s'illuminèrent alors qu'elle feuilletait les pages. Merci, dit-elle doucement, sans quitter le livre des yeux. C'est ainsi que cela commença. Au cours des semaines suivantes, Miles apporterait de petits cadeaux, un jeu de crayons de couleur, un puzzle, d'autres livres. Rien d'extravagant ou de cher, mais toujours choisi avec soin, en fonction de ce qu'elle semblait aimer. Il ne s'imposa jamais, s'asseyant simplement près d'elle, offrant son aide quand elle en avait besoin, ou restant silencieux pendant qu'elle dessinait ou lisait. Lentement, la distance entre eux commença à se réduire. Grace observait discrètement. Elle remarqua comment Miles, toujours si formel et posé, s'asseyait par terre pour aider Sophie avec un puzzle. Comment il écoutait attentivement quand Sophie expliquait un dessin qu'elle avait fait. Comment il semblait se détendre et sourire davantage en présence de la petite fille. Un jour, juste avant le dîner, Grace entra dans le salon et fut surprise par ce qu'elle vit. Sophie montrant à Miles comment dessiner un tricératops, guidant sa main sur le papier. Non, pas comme ça, dit Sophie avec le sérieux d'un professeur. La corne du milieu est plus petite. Et c'est encore. Et Miles, concentré comme s'il concluait la plus grosse affaire de sa vie, suivit ses instructions avec une totale dévotion. Progressivement, Sophie commença à attendre avec impatience les visites de Miles. Elle demandait quand il viendrait, gardait ses dessins pour les lui montrer, laissait des puzzles inachevés pour qu'ils puissent les terminer ensemble. Un jour, à la surprise de Miles, elle lui demanda de jouer avec elle dans le jardin. Un autre jour, elle voulut qu'il lui lise une histoire avant de dormir. De petits gestes, mais énormes en termes de confiance gagnée. Miles sentit un changement en lui. C'était plus que de s'inquiéter pour Jonah ou de se sentir responsable de Grace et Sophie. C'était une sensation qu'il avait presque oubliée, une tendresse qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Comme si un espace en lui, vide depuis des années, se remplissait lentement. Un samedi d'octobre, sous un ciel bleu éclatant, Miles eut une idée. « Grace, cela vous dérangerait-il si j'emmenais Sophie au parc ?» demanda-t-il au petit déjeuner. « Il y a un étang avec des canards près de mon appartement. J'ai pensé qu'elle aimerait ça. » Grace réfléchit un instant. « Si elle veut y aller, ça me va. » Sophie, qui avait écouté depuis le salon, apparut à la porte de la cuisine, les yeux brillants. « Puis-je emmener Ducky ?» demanda-t-elle, faisant référence à l'ours en peluche qu'elle ne quittait presque jamais à la maison. Miles sourit. « Bien sûr. Je suis sûr que Ducky adorera rencontrer de vrais canards. » Le parc était animé ce samedi matin, les familles profitant du temps agréable. Miles marchait d'un pas tranquille, s'adaptant au pas de Sophie qui sautillait à côté de lui, curieuse de tout ce qui l'entourait. Tous les quelques mètres, elle s'arrêtait pour désigner une fleur, une feuille colorée, un insecte. Quand ils atteignirent l'étang, ils trouvèrent un banc en bois partiellement ombragé par un vieil arbre. Ils s'assirent côte à côte, regardant les canards barboter paresseusement dans l'eau calme. « Est-ce qu'ils dorment dans l'eau ?» demanda Sophie, serrant son ours en peluche. « Certains oui, répondit Miles. Ils peuvent dormir avec la moitié de leur cerveau à la fois, pour rester alerte aux prédateurs. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, impressionnés par le fait. Miles l'observa un moment. Cette enfant, si petite et pourtant si forte. Rassemblant son courage, il parla doucement. « Sophie, je voulais te dire quelque chose. Sur moi et sur ton papa. » Elle se tourna vers lui, toute son attention, serrant toujours fort son ours en peluche. « Je suis le frère de ton papa. Je m'appelle Miles Turner. Nous avons grandi ensemble, mais nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. La vie nous a séparés. » Sophie fronça les sourcils, traitant l'information. « Vous vous êtes disputé avec lui ?» La question, si directe et simple, prit Miles par surprise. Mais il décida de répondre tout aussi honnêtement. « Oui, dit-il avec un sourire triste. Mais je n'ai jamais cessé d'aimer ton papa. Et maintenant que je t'ai trouvé, toi et ta maman, je veux faire tout ce que je peux pour prendre soin de vous.
Et surtout, je veux aider ton papa à aller mieux. Je veux vraiment le voir se réveiller. Sophie baissa les yeux, réfléchissant, et passa distraitement ses doigts sur l'oreille usée de son ours en peluche. Miles ne la pressa pas, lui laissant le temps d'absorber ce qu'il avait dit. Un canard s'approcha de la rive, les observant avec espoir de nourriture. Après ce qui sembla une longue réflexion, Sophie se rapprocha sur le banc jusqu'à ce que son petit corps touche le bras de Miles. Puis, lentement, elle appuya sa tête contre lui. « Je pense qu'il aimerait savoir que tu es revenu, » dit-elle doucement. Miles sentit une vague d'émotion si intense que, pendant un moment, il craignit de ne pas pouvoir la contenir. Prudemment, il passa un bras autour des épaules de Sophie dans une douce étreinte. « Merci d'avoir dit ça », réussit-il à dire. Ils restèrent ainsi un moment, regardant les canards, sentant le soleil d'automne briller à travers les feuilles. Sophie, à l'aise, commença à parler de son école, de ses amis, et de comment elle apprenait à écrire son nom complet. Miles écoutait, répondant à ses questions, riant de ses histoires drôles. Et pour la première fois depuis qu'il avait renoué avec la famille de son frère, il ressentit autre chose que de la culpabilité, de la responsabilité ou du regret. Pour la première fois, il sentit qu'il reconstruisait non seulement un passé, mais un avenir. Un avenir où, indépendamment de ce qui arriverait avec Jonah, il y aurait de la place pour eux tous, Grace, Sophie et lui-même. Leur famille, unie non par ce qui avait été perdu, mais par ce qui pouvait encore être trouvé. L'automne avançait, colorant les arbres du parc près de l'hôpital dans des tons de rouge et d'or. Près de 5 mois s'étaient écoulés depuis que Miles avait trouvé Jonah. 5 mois de visites quotidiennes à l'hôpital, de conversations à sens unique et d'attente. Une routine s'était développée en quelque chose de presque confortable. Bureau le matin, hôpital l'après-midi, dîner avec Grace et Sophie quelques fois par semaine. Ce jeudi-là, Miles arriva à l'hôpital portant un dossier de vieilles photos qu'il avait trouvées chez ses parents. Des photos de 2 garçons construisant un fort de neige, pêchant dans un lac, soufflant des bougies d'anniversaire. Souvenir d'une époque où le monde semblait simple et l'avenir infini. « Bonjour Jonah », salua-t-il en entrant dans la chambre, comme il le faisait toujours. Contrairement aux premières semaines où le silence le mettait mal à l'aise, Miles se sentait maintenant à l'aise de parler à son frère, même sans réponse. Il avait la certitude croissante que, à un certain niveau, Jonah l'entendait. « J'ai apporté quelque chose de spécial aujourd'hui », dit-il en s'asseyant sur la chaise près du lit. « Tu te souviens de ce camp d'été où nous sommes allés à Greenwood ? Tu avais 10 ans et tu avais peur des histoires de fantômes que les plus grands racontaient. » Miles ouvrit le dossier et commença à sortir les photos, décrivant chacune en détail, racontant les histoires et les moments. Cela faisait partie d'une technique suggérée par le Dr Chen, la neurologue supervisant le cas de Jonah. Des stimuli familiers, en particulier liés à de forts souvenirs émotionnels, peuvent aider les patients dans un état de conscience minimal, avait-elle expliqué. Celle-ci date de ton 13e anniversaire, dit Miles en souriant à une photo de Jonah soufflant des bougies sur un gâteau au chocolat. Tu avais demandé une guitare basse comme cadeau, tu te souviens ? Papa a failli perdre la tête quand tu as commencé à t'entraîner au sous-sol. Il disait que ce n'était pas de la musique, c'était du bruit. Pendant qu'il parlait, Miles plaçait les photos sur la table de chevet, formant une chronologie visuelle de leur enfance et de leur adolescence partagée. Doucement, une playlist que Sophie avait aidé à créer jouait à la radio, de la musique que Jonah aimait, selon Grace. Sophie apprend à jouer de la flûte à l'école, remarqua Miles en ajustant l'oreiller de Jonah, un autre geste automatique. Elle s'entraîne tous les jours. Grace dit que c'est une torture, mais elle rit quand elle le dit. Je suis sûr que tu serais fier. C'est à ce moment-là, en redressant le drap sur la forme immobile de Jonah, que Miles remarqua quelque chose. Un mouvement subtil, presque imperceptible. L'index droit de Jonah tressaillit. Miles se figea, observant attentivement. Cela aurait pu être un simple réflexe, quelque chose qui s'était déjà produit. Les médecins avaient expliqué que les mouvements involontaires étaient courants dans les états végétatifs ou de conscience minimale. Mais quelque chose semblait différent cette fois. « Jonah » appela-t-il en se rapprochant. « Peux-tu m'entendre ? Si tu peux m'entendre, essaie de bouger à nouveau ton doigt. » Silence. Seulement le bourdonnement régulier des moniteurs et la douce musique de fond. Miles essaya de contenir la vague d'espoir qui montait en lui. Combien de fois avait-il imaginé voir des signes d'amélioration qui se révélaient n'être rien de plus que son propre vœu pieux ? Il était sur le point d'abandonner quand cela se reproduisit. Le doigt bougea avec un peu plus de force cette fois, comme si Jonah essayait de tendre la main. « Oh mon Dieu !» murmura Miles en appuyant sur le bouton d'appel de l'infirmière.
Jonah, je suis là. Continue d'essayer, frère. Rita, l'infirmière, apparut à la porte. Tout va bien, monsieur Turner? Son doigt, il a bougé. 2 fois, expliqua Miles, la voix tremblante d'émotion. Ce n'était pas juste un réflexe, Rita. C'était différent. L'infirmière s'approcha professionnellement, bien que prudente. Elle avait vu des membres de la famille devenir trop optimistes à de nombreuses reprises. Elle vérifia les signes vitaux de Jonah, effectua quelques tests de stimulation et observa attentivement. « Je vais appeler le docteur Chen », dit-elle finalement avec un petit sourire qu'elle ne put entièrement cacher. Il semble qu'il pourrait y avoir un changement dans son schéma de réponse. Alors que Rita partait chercher le médecin, Miles tenait fermement la main de Jonah. « Je le savais, dit-il doucement. Je savais que tu reviendrais. » Le temps sembla s'étirer jusqu'à l'arrivée du docteur Chen. Miles resta près du lit, parlant sans arrêt, montrant les photos à Jonah, encourageant toute réaction. 2 fois de plus, Jonah bougea ses doigts. Puis quelque chose d'autre se produisit qui faillit arrêter le cœur de Miles, un son. Pas un mot, juste un doux murmure, presque inaudible, mais venant définitivement de Jonah. Quand la neurologue entra enfin, Miles était pratiquement vibrant d'anticipation. Il a bougé, docteur. Et il a fait un son. J'en suis sûr. Le docteur Chen, une femme d'âge moyen aux yeux vifs derrière des lunettes à monture fine, s'approcha du lit. Son expression était calme et professionnelle alors qu'elle examinait méthodiquement Jonah, vérifiant ses réponses pupillaires et ses réactions aux stimuli verbaux et tactiles. « Monsieur Turner, depuis combien de temps avez-vous remarqué ces changements ?» « Environ 20 minutes, répondit Miles, observant chacun de ses mouvements. D'abord son doigt, puis il a essayé de dire quelque chose. « J'en suis sûr. » Le médecin prit quelques notes sur le dossier de Jonah, puis se tourna vers Miles. « Il y a quelques signes d'augmentation de l'activité neurologique, dit-elle prudemment. Ses réflexes pupillaires sont plus réactifs et il y a des indications de mouvement volontaire, pas seulement un réflexe. » Miles sentit une vague d'espoir si forte qu'il dut s'appuyer sur la barrière du lit. Est-ce que cela signifie qu'il se réveille? Le docteur Chen enleva ses lunettes, un geste que Miles reconnaissait. Elle le faisait toujours avant de donner des nouvelles importantes. Ce que nous voyons suggère que votre frère pourrait être en transition d'un état végétatif à un état de conscience minimale, expliqua-t-elle. C'est un progrès significatif, mais vous devez comprendre que nous sommes encore loin d'un rétablissement complet. Mais c'est un bon signe, n'est-ce pas? Oui, monsieur Turner. C'est un bon signe. Nous allons augmenter la fréquence des tests cognitifs et commencer un nouveau protocole de stimulation. Miles pouvait à peine contenir ses émotions. Après des mois d'incertitude, voici quelque chose de concret, au-delà de son espoir obstiné. Puis-je appeler Grace? Elle voudra savoir. Le médecin hocha la tête. Bien sûr. Mais rappelez-vous, nous devons être prudents avec nos attentes. Le rétablissement après une lésion cérébrale est un processus lent et imprévisible. Même avec le ton prudent du médecin, Miles sentit une certitude grandir en lui. Jonah revenait. Peut-être pas complètement, peut-être pas comme avant, mais il revenait. Après le départ du docteur Chen, Miles appela immédiatement Grace. Il a bougé, Grace, lâcha-t-il dès qu'elle répondit, sans même la saluer. Il a fait un son. Le docteur a confirmé, il y a une augmentation de l'activité cérébrale. À l'autre bout, il entendit sa respiration tremblante. Êtes-vous sûr? La voix de Grace était presque un murmure. Positif. Le docteur Chen a dit qu'il pourrait sortir de l'état végétatif. Grace, il revient. Miles entendit le son de son sanglot étouffé. J'arrive, dit-elle finalement. S'il vous plaît, pouvez-vous faire chercher Sophie à l'école? Bien sûr, je vais tout arranger. Venez juste. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon. Miles organisa un chauffeur pour aller chercher Sophie et la déposer chez une voisine de confiance. Grace arriva à l'hôpital avec les yeux rouges et les mains tremblantes. Ensemble, ils attendirent à côté de Jonah, observant chaque léger mouvement, chaque changement dans les moniteurs. Le docteur Chen revint en fin d'après-midi avec une équipe plus importante, un kinésithérapeute, un orthophoniste et un autre neurologue. Ils effectuèrent une batterie de tests pendant que Miles et Grace observaient à distance, se tenant la main sans s'en rendre compte, unis par l'anxiété et l'espoir. Nous allons ajuster ces médicaments et commencer un programme de stimulation plus intensif, expliqua le docteur Chen après avoir terminé ses évaluations. Les prochains jours seront cruciaux.
La nuit était tombée lorsque l'équipe médicale partit enfin, laissant Miles et Grace seuls avec Jonah. La chambre était silencieuse, à l'exception du bip familier des moniteurs. « Pensez-vous qu'il sait que nous sommes là ?» demanda Grace, assise à côté du lit, tenant la main de Jonah. « J'en suis sûr, » répondit Miles. « Il l'a toujours su. » Ils restèrent ainsi un moment, chacun perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que Grace décide de rentrer chez elle pour être avec Sophie. « Je reste ici ce soir, » dit Miles. « Juste au cas où quelque chose se passerait. » Grace hocha la tête. « Appelez à tout moment, peu importe quoi. » Après le départ de Grace, Miles s'installa dans le fauteuil inclinable que le personnel de l'hôpital avait fourni. Les lumières étaient tamisées, ne laissant que la douce lueur des moniteurs. Il était épuisé, mais trop excité pour dormir. Il continua à parler à Jonah par intermittence, racontant les événements de la journée, les tests, l'arrivée de Grace. Il était juste après minuit quand cela se produisit. Miles somnolait légèrement lorsqu'un mouvement plus prononcé le fit se redresser. Jonah avait légèrement tourné la tête vers lui. Puis les yeux qui étaient restés fermés si longtemps commencèrent à s'ouvrir. Miles bondit, se rapprochant du lit. « Jonah ?» Les paupières de Jonah papillonnèrent, puis s'ouvrirent complètement. Son regard était flou, confus, mais indéniablement conscient. « Jonah !»« C'est moi, Miles. Tu es réveillé ?» La voix de Miles se brisa d'émotion. Pendant un moment terrifiant, Miles craignit que Jonah ne le reconnaisse pas, que les lésions cérébrales soient pires qu'il ne l'espérait. Mais ensuite, lentement, les yeux de Jonah semblèrent se concentrer. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il essayait de s'adapter et de scanner la pièce inconnue, l'équipement, les murs blancs. Enfin, son regard se posa sur Miles. « Miles ?» murmura-t-il, sa voix rauque par manque d'usage. « Oui », confirma Miles en serrant fermement la main de son frère. « Je suis ici depuis que je t'ai trouvé. Je n'ai jamais quitté ton chevet. » Jonah sembla traiter lentement l'information. Son visage, si longtemps vide, montrait maintenant de la confusion, de la reconnaissance et enfin de l'émotion. Il détourna le regard, luttant visiblement pour se contenir. « Je pensais que tu ne voudrais plus jamais me revoir », réussit-il finalement à dire, chaque mot un effort. Miles secoua la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Non. J'aurais dû venir te chercher plus tôt. Je regrette tout, Jonah. La dispute, le silence, la distance, dit-il, la voix tremblante. Mais je suis là maintenant. Et je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé d'être ton frère. Je n'ai jamais cessé de me soucier. » Jonah ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « On a encore le temps, non ?» La question simple et directe portait tout le poids de leurs années perdues, des mots non dits, des vies qui avaient pris des chemins séparés pour converger au moment le plus improbable. « On a tout le temps dont tu as besoin », répondit Miles en serrant la main de son frère. Aucun autre mot n'était nécessaire. Pas alors. Le silence qui représentait autrefois la distance et la perte était maintenant rempli d'une compréhension mutuelle, d'une réunion qui allait au-delà du physique. Ils restèrent ainsi, côte à côte, dans un silence partagé, les yeux embués reflétant tout ce qui avait été dit et tout ce qui restait à vivre. La route à venir serait longue et sans aucun doute difficile. Mais pour la première fois depuis très longtemps, il y avait plus que de l'espoir. Il y avait de la certitude. Jonah était revenu. Et cette fois, Miles ne le laisserait pas partir. Le soleil du matin filtrait à travers les stores de la fenêtre de l'hôpital, créant des rayures dorées dans la pièce. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Jonah s'était réveillé. 3 jours de tests médicaux, d'évaluations et de petites victoires. Ses bras reprenaient progressivement de la force, son élocution, initialement hésitante, devenait plus claire à chaque heure. Les médecins parlaient d'un rétablissement remarquable, tout en avertissant du long chemin encore à parcourir. Miles attendait dans le couloir, vérifiant l'heure toutes les quelques minutes. Aujourd'hui était le jour où Sophie verrait enfin son père éveillé. Grace l'avait préparé du mieux possible, expliquant qu'il avait l'air différent, plus mince, plus faible, mais qu'il était toujours le même papa qu'elle connaissait des photos, le même qu'il aimait plus que tout. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et que Grace apparut, tenant la main de Sophie, Miles sentit une oppression dans sa poitrine. La petite fille portait une robe bleue, la nuance que Jonah avait dit un jour être sa préférée, et serrait une enveloppe colorée. Son visage révélait un mélange d'anxiété et d'anticipation presque douloureux à voir. « Vous êtes là », dit Miles en s'accroupissant au niveau des yeux de Sophie. « Ton papa est vraiment excité de te voir. » Sophie hocha la tête, l'air trop sérieuse pour une enfant de 5 ans.
Est-ce qu'il va vraiment mieux? Demanda-t-elle d'une petite voix. Oui, la rassura Miles. Encore faible, mais éveillé et parlant. Il veut vraiment te voir. Grace s'agenouilla à côté de sa fille, glissant une mèche de cheveux rebelles derrière l'oreille de Sophie. Tu te souviens de ce dont on a parlé? Papa doit encore rester à l'hôpital pendant un certain temps, mais maintenant on peut lui rendre visite et lui parler. Sophie hocha à nouveau la tête, serrant plus fort l'enveloppe. Puis-je lui donner mon dessin? Bien sûr, dit Miles en souriant. Il va adorer. Ils marchèrent lentement dans le couloir, Grace et Miles échangeant des regards anxieux par-dessus la tête de Sophie. Il n'y avait aucun moyen de prédire comment cette rencontre se déroulerait, comment Jonah réagirait en voyant une fille qui avait tant grandi en son absence, comment Sophie gérerait cette version fragile du père qu'elle connaissait à peine. À la porte de la chambre 217, Miles s'arrêta. « Je vais entrer en premier, d'accord? Juste pour lui faire savoir que vous êtes là. » Grace accepta, et Miles se glissa à l'intérieur, laissant la porte partiellement entr'ouverte. Jonah était assis plus droit qu'avant, soutenu par des oreillers. Quelqu'un, probablement l'une des infirmières, l'avait aidé à se toiletter, et sa barbe était taillée. Il avait l'air nerveux, ses doigts tambourinant légèrement sur le couvre-lit. « Elles sont là » dit Miles doucement. Jonah prit une profonde inspiration tremblante. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, sa voix encore un peu rauque. « Elle est anxieuse, heureuse, un peu effrayée peut-être » répondit Miles honnêtement. « Mais surtout, elle est là, prête à te voir. » Jonah ferma les yeux un moment, comme s'il rassemblait ses forces. Puis il hocha la tête. « Je suis prêt. » Miles retourna à la porte et fit un geste doux. Grace entra la première, son visage un mélange de joie et d'appréhension. Sophie suivit, tenant la main de sa mère, ses pas petits et hésitants. Elle s'arrêta brusquement quand elle vit Jonah dans le lit, les yeux écarquillés. La pièce tomba dans un silence complet. Jonah fixait sa fille comme s'il assistait à un miracle. Ses yeux déjà embués buvaient chaque détail. Les cheveux plus longs, les joues moins rondes, la taille plus grande. La petite fille qu'il avait laissée à 3 ans en avait maintenant 5, et cet écart de 2 ans devait ressembler à un univers de différence. « Elle est si grande !» murmura Jonah, étranglé par l'émotion, la voix craquant. « Combien de temps suis-je resté comme ça ?» Miles, debout près du lit, posa une main douce sur l'épaule de son frère. « 2 ans, dit-il tranquillement. L'impact de ces mots se lisait sur le visage de Jonah. 2 ans. 730 jours perdus. Premier jour d'école, anniversaire, Noël, dents de lait tombées, nouveaux mots appris, peur surmontée. Jonah porta sa main à son visage, comme s'il essayait de cacher l'émotion écrasante. « J'ai manqué 2 ans de sa vie ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. La douleur gravée dans chaque syllabe. Sophie, qui avait observé avec l'immobilité prudente d'une enfant en territoire inconnu, lâcha la main de Grace. Lentement, délibérément, elle s'approcha du lit. Miles et Grace retinrent leur souffle, laissant le moment se dérouler de lui-même. Quand elle fut assez proche, Sophie tendit ses petits doigts, touchant prudemment la main que Jonah avait posée sur la couverture. « Mais tu t'es réveillé » dit-elle avec la sagesse simple que les enfants ont souvent. « Et j'ai attendu. On a fait plein de dessins de toi qui dormais. » Quelque chose se brisa à l'intérieur de Jonah à cet instant. Les larmes qu'il avait réussi à retenir coulèrent librement sur son visage. Il essaya de sourire, d'exprimer les mots que son cœur criait, mais l'émotion était trop écrasante. Tout ce qu'il put faire fut d'étendre ses bras tremblants vers sa fille. Sophie jeta un coup d'œil à sa mère, comme pour demander la permission. Avec un doux signe de tête de Grace, elle s'approcha, permettant à Jonah de l'envelopper dans une étreinte prudente. Elle ne le serra pas immédiatement en retour, traitant encore, mais elle ne se retira pas. Miles détourna le regard, sentant les larmes piquer ses propres yeux. Il les essuya discrètement, laissant au père et à la fille le moment qui leur revenait de droit. « Regarde ce que j'ai fait pour toi », dit Sophie après un moment, se reculant doucement et lui tendant l'enveloppe colorée. D'une main tremblante, Jonah l'ouvrit, révélant un dessin fait au crayon de couleur vif. Il montrait 4 personnages, une femme, un homme en cravate, une petite fille et un homme dans un lit d'hôpital. Tous se tenaient la main, tous souriaient. « C'est notre famille », expliqua Sophie en désignant chaque figure. « Ça, c'est toi. Ça, c'est maman. Ça, c'est oncle Miles. Et ça, c'est moi. » Les doigts de Jonah caressèrent doucement le dessin, trop étranglé pour parler. La boule dans sa gorge était massive, l'impact de ces simples mots, notre famille, presque trop grand à supporter.
Grace se rapprocha, s'asseyant sur le bord du lit. Elle prit la main libre de Jonah, ses yeux reflétant des émotions que les mots ne pouvaient exprimer. Elle a demandé de tes nouvelles tous les jours, dit doucement Grace. Nous ne t'avons jamais vraiment laissé partir. Le temps sembla suspendu, comme si le monde extérieur s'arrêtait pour que ce moment puisse se dérouler à son propre rythme. Sophie, avec la résilience naturelle d'une enfant, commença à parler de l'école, des amis, de ses jeux préférés. Jonah écoutait chaque mot comme un cadeau, un aperçu des années qu'il avait perdues. Finalement, Sophie commença à avoir l'air fatiguée, et Grace suggéra qu'elle revienne plus tard. La petite fille accepta, mais insista pour faire un bisou sur la joue de son père, promettant d'apporter plus de dessins demain. Après le départ de Grace et Sophie, un autre type de silence remplit la pièce. Miles, qui s'était tenu discrètement en arrière-plan pendant la réunion de famille, s'approcha du lit. « Tu as une fille incroyable », dit-il en s'asseyant sur la chaise à côté de Jonah. « Elle est parfaite », répondit Jonah, la voix encore épaisse d'émotion. « Et j'ai tellement manqué. »« Mais tu as beaucoup gagné aussi », lui rappela Miles. « Elle t'a attendu. Nous l'avons tous fait. » Jonah se tourna pour regarder son frère, le regarder vraiment, pour la première fois depuis son réveil. « Pourquoi as-tu fait tout ça, Miles ? Après tout, après notre dispute, après que je sois parti ? » « Parce que tu es mon frère, » répondit simplement Miles. « Et parce que j'avais tort. » Il n'y avait aucune accusation dans ces mots, aucune amertume. Juste une vérité simple, directe, libre d'orgueil ou de prétention. « Nous avions tous les deux tort, » admit Jonah, déplaçant son regard vers la fenêtre où la lumière de fin d'après-midi commençait à briller d'un orange doré. « J'aurais dû mieux expliquer. J'aurais dû rester en contact, au moins. Et j'aurais dû essayer de comprendre au lieu de juger, » continua Miles. « Mais c'est du passé maintenant. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Ils se turent un moment, chacun absorbant le poids de ces mots simples mais profonds. Il n'y avait pas de décompte des griefs, pas de liste de qui avait fait le plus de mal à qui. Juste une reconnaissance mutuelle des erreurs commises, du temps perdu, des sentiments qui avaient survécu malgré tout. « Je vais aller mieux, Miles, » dit finalement Jonah, une nouvelle détermination dans les yeux. « Je vais quitter cet hôpital. Je vais être le père que Sophie mérite. » Miles sourit, serrant légèrement l'épaule de son frère. « Je sais que tu le feras. Et je serai là à chaque étape du chemin. » Le pardon flottait dans l'air, tacite mais présent. C'était dans le regard qu'ils échangeaient, dans l'engagement silencieux de ne pas gaspiller un autre jour de ce qui pouvait encore être vécu. Le voyage serait long, mais maintenant un chemin clair s'ouvrait devant eux. Un chemin qu'ils parcouraient en famille, enfin. Dehors, le soleil se couchait, baignant la pièce d'une lumière dorée. Dans le dessin de Sophie, que Jonah tenait maintenant contre sa poitrine, 4 bonshommes allumettes souriaient, reliés par de simples lignes représentant leurs mains jointes. Une image humble de tout ce qui comptait, de tout ce qui avait survécu malgré la perte et le temps. Le printemps apporta plus que des jours ensoleillés, il ramena Jonah à la maison. 6 mois après être sorti du coma, il quitta enfin l'hôpital, s'appuyant sur une canne et sur l'épaule de Miles. Son corps était encore faible, sa coordination altérée, mais ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. La guérison était lente mais constante. Kinésithérapie 3 fois par semaine, orthophonie 2 fois, rendez-vous avec des neurologues, des ergothérapeutes et des psychologues remplissaient le calendrier que Miles organisait méticuleusement. Chaque petite réussite était célébrée. Tenir une tasse sans renverser, monter une seule marche sans aide, prononcer une phrase entière sans trébucher. « Je n'aurais jamais pensé que ce serait si difficile de réapprendre à vivre », remarqua Jonah un après-midi, frustré après une séance épuisante. « Mais tu réapprends », répondit Miles en s'asseyant à côté de lui. « C'est ce qui compte. » Pendant que Jonah luttait pour retrouver ses compétences, Miles travaillait sans relâche en coulisses. L'ancien appartement de Grace était trop petit et manquait d'accessibilité. Malgré sa résistance initiale, il trouva une maison spacieuse dans un quartier calme, avec un jardin, des pièces larges et une suite adaptée au rez-de-chaussée. « Je ne peux pas accepter ça », protesta Grace lorsque Miles lui montra les photos de la propriété. « Ce n'est pas un cadeau. C'est un investissement dans notre astérisque famille », répondit-il, se surprenant lui-même de la naturalité avec laquelle le mot « notre » lui venait. Sophie a besoin d'espace pour grandir, Jonah a besoin d'un endroit qui soutienne sa guérison, et tu mérites un peu de paix après tout ça. Le déménagement se fit progressivement. D'abord les meubles essentiels, puis les affaires de Sophie, enfin, des souvenirs soigneusement choisis, photos, livres,
la guitare que Jonah n'avait pas touchée depuis des années mais que Miles insista pour récupérer de l'ancien endroit. Miles n'emménagea pas officiellement, mais il avait sa propre chambre dans la maison pour les urgences, disait-il, bien qu'il y passât plus de nuit que dans son appartement du centre-ville. Personne ne remettait en question sa présence constante. Il était devenu indispensable, non seulement pour les questions pratiques, mais aussi émotionnellement. Pour Grace, il était un havre de paix les nuits où la réalité de la situation la submergeait. Pour Sophie, il était un compagnon d'histoire et d'aventure. Pour Jonah, il était le frère qui était revenu, le pont vers un passé lentement réintégré dans le présent. Une routine émergea. Grace retourna travailler à temps partiel. Miles jonglait entre ses responsabilités d'entreprise et son rôle familial. Jonah se concentrait sur sa guérison, surtout sur la reconnexion avec Sophie. Elle a tellement grandi, dit Jonah un soir après avoir mis sa fille au lit. Parfois, je la regarde et je ne reconnais pas les gestes qu'elle a maintenant, ceux qu'elle n'avait pas avant. Mais elle te reconnaît, répondit Miles. C'est ce qui compte. Bien sûr, il y avait des jours difficiles. Des jours où la frustration de Jonah face à ses limites se transformait en mots durs. Des jours où Grace se retirait, accablée par les changements. Des jours où Miles remettait en question sa place dans cette nouvelle dynamique familiale, surtout en regardant le lien entre Jonah et Sophie se renforcer. Mais il y avait beaucoup plus de bons jours. Des dîners partagés remplis de rires au lieu de silence. Des après-midi du dimanche dans le jardin pendant que Sophie courait librement dans l'herbe qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Des conversations tranquilles tard le soir sur le porche, une fois l'enfant endormi et les adultes pouvant enfin expirer. L'été arriva, apportant plus de progrès. Jonah fit ses premiers pas sans la canne. Son élocution, autrefois hésitante, coulait plus naturellement. Certains effets de ses blessures pourraient être permanents, prévenaient les médecins, mais la qualité de vie qu'il avait retrouvée était déjà plus que ce que quiconque osait espérer. Un dimanche particulièrement beau, la famille décida de faire un pique-nique dans le jardin. Le ciel était d'un bleu clair et brillant. Jonah était assis sous un pommier, observant l'activité autour de lui. Miles arriva, portant un panier de nourriture que Grace avait préparé. Sophie courait pieds nus dans l'herbe, poursuivant un papillon. À ce moment de tranquillité parfaite, Sophie abandonna soudainement sa poursuite et courut vers Miles. Sans prévenir, elle le serra par derrière, faisant presque tomber le panier de ses mains. « Oncle Miles », dit-elle, aussi naturellement que si elle l'avait toujours appelé ainsi. Miles se figea. Depuis tous les mois où il avait rencontré Sophie sur le trottoir, elle ne l'avait jamais appelé ainsi. C'était toujours « Miles », tout court. Il se tourna lentement, les yeux pleins d'émotion. Sophie sourit, inconsciente de la profondeur avec laquelle son choix de mots l'affectait. Pour elle, c'était juste le nom évident pour le frère de son père, quelqu'un qui faisait partie de sa famille. Miles s'agenouilla pour la serrer dans ses bras en retour. Le mot « oncle » ressemblait à un cadeau inattendu, une reconnaissance silencieuse de tout ce qu'il s'était efforcé d'être. Quelqu'un de fiable, de présent, une partie permanente de sa vie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sophie, remarquant l'émotion dans ses yeux. « Rien », répondit Miles avec un sourire. « Je suis juste vraiment heureux d'être ici avec toi. » À une courte distance, Grace observait avec un doux sourire aux lèvres. À côté d'elle, assis sous l'arbre, Jonah observait en silence. Il fut un temps où il aurait pu se sentir menacé ou jaloux, mais maintenant il n'y avait que de la gratitude. Il fit un petit signe de tête, un geste presque imperceptible qui portait des décennies d'histoire tacite entre frères. Cet été marqua le début d'un nouveau chapitre. Le passé était toujours présent dans les cicatrices physiques et émotionnelles qu'ils portaient tous, mais il y avait enfin de la place pour que l'avenir s'épanouisse. Sur le mur principal du salon, Miles aida Jonah à accrocher 2 photos. La première était la vieille photo que Sophie lui avait montrée ce premier jour. La seconde était une photo récente d'eux 4 ensemble dans le jardin. Côte à côte, elles étaient un portrait de ce qui avait été perdu et de ce qui avait été retrouvé. Un rappel visuel que même après les plus longs silences, il y a toujours un chemin de retour. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.